Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ce matin dans ce webcast Podium de la relation client 2023. Vous êtes plus de 400 inscrits, nous sommes très heureux de vous retrouver, de nous retrouver et de partager ce moment. C'est le 20e anniversaire du Podium de la relation client et ce matin, dans cette édition, si la responsabilité m'était comptée, nous mettrons l'accent sur la tension entre d'un côté le contexte inflationniste, de l'autre, cette montée du critère responsabilité dans la relation client. Je suis Muriel Montero, associée expérience client chez Bearing Point. Je co-anime cet événement avec Karen Tartour, directrice expertise et expérience client chez Kantar. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Alors, le 14 mars dernier, via les réseaux sociaux et la presse, vous avez pu découvrir les lauréats de l'édition 2023 du Podium de la relation client dans les 11 catégories évaluées. Vous avez pu également découvrir le podium général. Quelques nouveautés pour cette édition. Tout d'abord, dans le secteur immobilier, l'arrivée dans le classement est directement à la première place de Stéphane Plaza Immobilier. Également, dans la catégorie plateforme et e-commerce, l'arrivée de Booking.com remplaçant Amazon qui était sur la première place l'année dernière. Et enfin, également une première pour Pierre et Vacances dans le secteur du tourisme. Alors, à côté de ces nouveaux entrants, eh bien, quelques habitués depuis 20 ans du podium de la relation client. Et nous avons la chance d'en avoir quelques-uns parmi nous, éminents, que nous allons accueillir tout de suite. Alors, avec nous ce matin, Isabelle Ferrand, directrice générale adjointe de la Confédération nationale du crédit mutuel. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Pascal Demurger, directeur général de la Maïf. Bonjour. Bonjour Karen, bonjour à tous. Mélanie Kathleen, directrice marketing client chez Yves Rocher. Bonjour. Bonjour. Et Fabien Pelouse, directeur expérience client d'Air France. Bonjour Fabien. Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un bref rappel de la méthodologie. Tout d'abord, rappelons que le podium de la relation client s'appuie sur un baromètre Kantar que nous réalisons depuis 20 ans sur un échantillon représentatif de la population française de 4000 personnes. Ce sont 227 entreprises et administrations qui ont été évaluées en 2023, et donc dans les 11 secteurs d'activité que vous voyez à l'écran. Alors, il est très important d'avoir en tête que le podium de la relation client est totalement indépendant. Il s'agit de la voix des clients, de vos clients, des Français. Il ne s'agit pas d'un jury qui délivre les classements et les récompenses du podium de la relation client. Également, très important, c'est que le modèle sur lequel s'appuie le podium de la relation client permet aux acteurs à la fois de se comparer aux autres concurrents de leur univers, mais surtout de pouvoir se comparer aux 227 entreprises et administrations évaluées. Un rappel sur le modèle du podium de la relation client. Il s'appuie sur un modèle d'excellence bâti sur 3 piliers que vous voyez s'afficher à l'écran. À gauche de l'écran, le pilier exécution, l'aspect plus opérationnel de la relation client, faire juste, faire bien. Nous allons revenir sur les critères qui sont derrière. Au centre, le pilier du lien, cette capacité qu'ont les marques à nourrir, entretenir la relation avec leurs clients. Et enfin, le pilier émotion, cette capacité également à rendre la relation unique pour créer un véritable attachement à la marque. Derrière chacun de ces piliers, 5 critères spécifiques. Si on revient sur certains d'entre eux, sur l'exécution, on va trouver des critères tels que la cohérence multicanale ou encore l'expérience digitale. Également très important, ce que l'on nomme le customer effort, qui est un indicateur de plus en plus important pour les clients. Dans le lien, on va retrouver des éléments comme la pédagogie, la personnalisation ou encore la co-création, qui est cette capacité des marques à tenir compte des retours de leurs clients pour faire évoluer leurs projets, leurs services et leurs produits. Enfin, sur l'émotion, on va retrouver des critères tels que la fidélisation, au sens la reconnaissance de la fidélité perçue par les clients, la capacité des marques à surprendre positivement les clients, ou l'expérientiel, par exemple, qui consiste à réussir à faire vivre des moments agréables aux clients en dehors des moments de transaction. Le podium de la relation client, c'est un indice qui est la moyenne de ces 15 critères. C'est donc un indicateur très exigeant sur lequel le classement est établi. Alors, sans plus tarder, moi, je vais me tourner vers vous, Isabelle Ferrand, parce que le Crédit Mutuel est premier de la catégorie banque cette année, 11 fois sur le podium. Quelles sont les principales raisons de votre succès ? Écoutez, merci beaucoup. En préambule, je souhaiterais vous remercier
tout d'abord, d'avoir organisé cet échange avec d'autres lauréats de ce podium 2023. C'est toujours extrêmement intéressant. Donc, nous sommes fiers de cette récompense qui, en fait, résulte et montre l'engagement de toutes nos caisses au service de nos clients. Et en fait, tout naturellement, nous souhaitons en fait y associer l'ensemble des caisses locales, des sociétaires, des clients bien sûr, et surtout des collaborateurs qui permettent d'obtenir cette récompense. Alors, elle repose sur les valeurs que nous portons. Nous portons en fait, elles sont liées à notre modèle, qui est le mutualisme, que nous plaçons vraiment au cœur de notre fonctionnement. Alors, ça permet d'avoir en fait une qualité de service et ce modèle répond vraiment aux attentes de notre époque qui sont quand même assez fortes dans ce domaine. Alors, on le voit au travers de différents volets. Tout d'abord, le conseil à nos clients qui va se passer via différents supports. On a vu que la période Covid a permis de fortement faire progresser les échanges via des vidéos, des rendez-vous par vidéo, mais nous n'oublions pas le présentiel, parce qu'en fait, nous souhaitons être proches de nos clients le plus possible, donc le présentiel, et aussi des outils via des applications mobiles qui permettent d'échanger via des chats avec votre conseiller, parce qu'en fait, le Crédit Mutuel, les clients ont chacun un conseiller qui est dédié, et ce, quel que soit le revenu qu'ils ont. Alors, notre slogan publicitaire, qui est une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Ce ne sont pas que des mots, et ça montre vraiment que nous mettons nos clients au cœur de notre fonctionnement. L'efficacité aussi, l'efficacité des caisses locales, puisque en fait, elles disposent d'une large autonomie à leur niveau, et cela permet vraiment de répondre d'une manière très rapide aux demandes et aux projets portés par nos clients et sociétaires. Et puis enfin, notre ancrage régional et local, qui permet d'être au cœur et au plus près du terrain, donc en fait une meilleure compréhension des demandes, de la particularité régionale, et ça permet surtout d'avoir un circuit court. Donc en fait, ces caractéristiques ont permis sans nul doute le classement donc, sur la première marche du podium cette année, et aussi, comme vous l'indiquiez, un classement depuis le début de ce podium qui a démarré, je crois, en 2003, parce que c'est 20 ans, c'est facile, d'avoir un classement sur la première marche ou sur la seconde marche, selon le temps. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. Alors on parle du modèle mutualiste. On se retourne vers vous, Pascal Demurger. Alors on ne se laisse pas de poser la question parce que vous êtes lauréat de la catégorie assurance depuis la toute première édition 2003 du podium de la relation client. 13 fois sur le podium général. Alors c'est toujours la même question. Comment on réussit à faire ça à la Maïf, sachant que vous avez déjà obtenu des scores très élevés et vous continuez de progresser. On sait que quand on est à ces niveaux-là, c'est quand même très très dur de faire le pas de plus. Merci Karen. Alors, comment expliquer ça? Moi, je dirais par deux choses qui sont fondamentales, qui sont structurelles. C'est d'abord la culture et ensuite le modèle même d'entreprise. La culture de nos 9000 collaborateurs est totalement centrée sur notre raison d'être, au fond. Notre raison d'être, elle est autour de l'attention sincère portée à l'autre. Et quand on parle d'attention sincère, forcément, dans la relation client, la relation sociétaire pour ce qui nous concerne, on voit bien tout ce que ça peut emporter. Elle est tournée d'abord vers le management, et ça veut dire que nous laissons à nos conseillers, à nos gestionnaires de sinistres, toutes les marges de manœuvre qu'ils souhaitent utiliser pour précisément améliorer cette relation client. Ça veut dire qu'ils vont éventuellement disposer de beaucoup plus de temps qu'il n'en faudrait ou que d'autres entreprises leur accorderaient dans cette relation en fonction des circonstances, en fonction des besoins du sociétaire qu'ils ont en face d'eux ou qu'ils ont en ligne. Ils vont être complètement orientés vers, au fond, le service de l'intérêt du client avant celui de l'intérêt de l'entreprise. Et donc, ils vont établir avec le sociétaire une relation en toute franchise, où on va parler, y compris des choses un petit peu plus compliquées en assurance, par exemple le niveau des franchises, justement, où vous savez, toutes ces petites lignes dans les contrats d'assurance
Nous, il n'y en a pas. On dit les choses de manière extrêmement claire. Et nos conseillers sont même non seulement autorisés, mais incités à dire à un sociétaire, écoutez, non, ne prenez pas ce contrat, vous n'en avez pas besoin. Ou prenez celui-ci, il est moins cher et il sera suffisant compte tenu de l'âge de votre véhicule, par exemple, etc. Vraiment un conseil dans l'intérêt du sociétaire. Ça, c'est la culture. Et ça vient de très loin et ça s'entretient très, très fortement. Et puis, il y a tout le modèle de l'entreprise qui est tourné autour de cette relation client. Quelques illustrations. Aucun de nos conseillers, aucun de nos commerciaux n'est intéressé aux ventes qu'il effectue. Il n'y a pas de commission, il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de variable en fonction du niveau de vente de chaque conseiller ou en fonction des contrats qu'il va vendre, précisément pour ne pas pervertir cette relation sociétaire. Autrement, on voit bien qu'on met le conseiller dans une situation impossible où son intérêt personnel serait de vendre plus et potentiellement de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Là, on essaye de ne pas pervertir la relation et de la laisser dans la pureté, justement, de la recherche de l'intérêt du sociétaire. Donc, c'est tout un modèle d'entreprise, depuis les politiques RH jusqu'à l'ensemble, en réalité, des fonctions de l'entreprise, qui sont tournées autour de cette relation sociétaire, et puis tout un modèle économique, en réalité. Nous préférons tout simplement fidéliser nos sociétaires, plutôt que de rentrer dans une course perpétuelle et incessante pour aller conquérir de nouveaux clients et en laisser partir qui seraient mécontents. Nous préférons nous concentrer sur leur niveau de satisfaction, et manifestement ça réussit. Vous rappeliez que nous avons toujours été premiers sur le podium de la relation client, et y compris premiers, tout secteur confondu. Et donc nous préférons investir sur cette satisfaction et cette fidélité plutôt qu'investir sur des coûts d'acquisition qui sont à la fois démesurés et dans lesquels finalement tout le monde est perdant, à la fois le client et l'entreprise. Là, dans le modèle que l'on propose, tout le monde au contraire est gagnant. Fidéliser les clients, ça résonne aussi chez Yves Rocher, fleuron breton, français, international à la fois. Yves Rocher est donc pour la 6e fois premier de son secteur et 3e sur le podium général, premier même tout secteur confondu sur le critère de fidélisation. Alors Mélanie, Kathleen, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos clés de réussite? Merci beaucoup. Sur les clés de réussite, je ne sais pas s'il y a une formule magique pour fidéliser les clientes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a effectivement une culture d'entreprise. C'est mettre la cliente au cœur. C'est historique chez Yves Rocher. Monsieur Yves Rocher disait « Chacune de nos clientes est une reine et doit être servie comme telle ». Et c'est un mantra qui est partout dans nos usines de production, dans nos ateliers. Moi, je l'ai au 2e étage de notre bâtiment quand on rentre. Et c'est vrai que c'est au cœur des réflexions. C'est au cœur de la façon d'appréhender en tout cas les sujets, de se dire qu'est-ce que va penser notre cliente, comment va réagir notre cliente. C'est aussi dans le modèle d'affaires d'Yves Rocher. On a une approche de la fidélisation qui est au cœur. On a un maillage avec notre réseau de près de 700 boutiques où on est très en proximité avec nos clientes. Donc la proximité, ça fait partie de l'ADN de la marque. On a une proximité par notre CRM aussi, très présent chez Yves Rocher. On fait partie de ces marques qui sont présentes dans la cuisine, sur la table ou dans un petit coin sur le meuble à l'entrée de chez nos clientes, et souvent dans le sac à main aussi. Donc ça donne une vraie proximité avec les clientes. C'est aussi la générosité de la marque. On en parlait. On a ce cadeau quand on vient chez nous, on a un accueil, on a toute cette relation autour de, effectivement, la proximité, la générosité. Notre programme de fidélité, on faisait encore une enquête récemment, il enthousiasme nos clientes à près de 90%. Donc c'est vrai qu'on a cette culture-là vous le disiez,
garder nos clients, de les faire rester dans la marque, de leur faire vivre la marque. Et c'est vraiment la raison d'être qu'on a chez Yves Rocher, voilà, d'être dans cette relation avec nos clients. Donc, c'est une vraie fierté pour le coup de recevoir à nouveau ce prix, d'être numéro 1 sur la fidélisation. C'est clair que c'est important pour nous dans des périodes qui ont été extrêmement chahutées ces derniers temps. Et on voit presque que ces 2 années de période de Covid ont presque renforcé la relation. Il y a eu ce retour des clientes en magasin qui... Voilà, on sent qu'on a été présent avec elles, on avait cet avantage d'avoir une relation avec elles avant qui était forte, qu'on a su faire perdurer pendant près de 7 mois de fermeture pendant 2 ans et de les retrouver à l'issue de cette période-là. Donc finalement, 1 an après, se dire que le prix, on l'a, on en est extrêmement fiers. Merci pour ces témoignages inspirants. Alors, Fabien, également sur Air France, la question de la fidélité, elle est aussi au cœur des problématiques. Hein. Et puis, le transport aérien, malheureusement, a souffert aussi ces dernières années face aux crises. Alors, Air France, vous êtes bien parmi les marques qui ont été les plus souvent primées au cours de ces 20 dernières années dans sa catégorie. Récemment, nous avons également publié une étude mondiale Kantar, Brandzy, dans lequel Air France était reconnue parmi les marques françaises les plus puissantes et également reconnue parmi les meilleures compagnies aériennes concernant la capacité à apporter du soin aux clients. Alors, justement, on a envie de savoir aussi chez Air France comment on réussit ça dans le contexte aussi peu favorable qu'on a traversé. Alors, comment on réussit ça? Tout d'abord, en étant fier de ce qu'on fait aujourd'hui. Air France est très fier d'être encore sur le podium de cette relation client et j'espère que aussi tous les personnels qui font que cette relation est réelle tous les jours sont aussi fiers, que ce soit nos pilotes, nos hôtesses, nos stewards, nos agents d'escale, nos agents de call center. C'est eux qui font la réalité de cette relation et le score de nos clients qui dit que 89% d'entre eux voient le plaisir que nos personnels ont à faire plaisir. Je crois que c'est un score qui fait plaisir à nos personnels et qui me fait particulièrement plaisir. Alors, si on a réussi, j'ose espérer, c'est parce qu'on a réussi à mettre ce client au centre de nos préoccupations. Et on a un programme depuis pas mal d'années qui s'appelle la relation attentionnée, qui est porté autour de 5 valeurs. Je personnalise, je valorise, j'ai le sens, je porte attention aux détails, j'ose. Et tout ça, ces valeurs, on a essayé de les mettre au plus près de nos collaborateurs. Alors, des valeurs, c'est important, mais il faut aussi des outils. Et donc, on a aussi combiné ces valeurs à des outils, l'outil de connaissance client, car reconnaître le client, c'est la première brique de la relation attentionnée, des outils de suivi du client, comment je peux donner l'information au suivant pour pouvoir bien avoir cette continuité de la relation client, et des outils qu'on appelle d'empowerment, c'est-à-dire comment je peux donner des gestes commerciaux, des leviers pour faire quelque chose de différent. Également l'alignement avec le management, car les agents délivrent la relation au quotidien, mais il faut que toute la ligne managériale soit complètement engagée et que les objectifs soient partagés. Donc ces 3 composantes, c'est nos 3 fondamentaux qui, j'espère, ont permis de contribuer à ce résultat aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, on a eu 2 années un peu difficiles. La relation client est restée là. C'était plutôt une relation à distance. On avait moins de gens dans nos avions, mais on a gardé cette relation et on a senti en 2022 le besoin de redynamiser cette relation pour redonner une certaine énergie après cette période difficile de Covid. Alors, on a pris tous ces éléments, ces 5 valeurs de la relation attentionnée, ces outils, cet engagement managérial, toutes nos catégories de personnel, on les a mis dans un shaker pour essayer de redynamiser et ça a donné un nouveau programme, une nouvelle campagne que l'on a appelée « Vos attentions sont notre signature ». Donc, ce qui permettait de recommuniquer en disant finalement, on nous reprochait un peu que ces valeurs pouvaient rester un peu théoriques, parce que je vous les cite, mais pour un agent, qu'est-ce que ça veut dire ou comment je me raccroche? Donc, ce qui est sorti de cette campagne, c'est comment finalement une valeur pour une catégorie de personnel avec un outil pour une situation client se décline dans quelque chose de très concret. Donc, on a fait en co-création avec ces populations et on a illustré ça symboliquement avec des vraies photos de vrais agents en vraie situation de travail, une campagne de communication pour prendre le plus réel et le plus concret au quotidien de chacun, qu'est-ce que c'était cette relation attentionnée. Et puis, on l'a décliné auprès de 21 000 personnes qui font la relation attentionnée aujourd'hui au quotidien. On a aussi fait des groupes de travail avec la ligne managériale pour resensibiliser, donc pour redynamiser ce programme. Et j'espère que c'est ça qui a apporté ses fruits pour être aujourd'hui encore une 8e année consécutive
perspectives sur le podium. Merci beaucoup Fabien. Alors on le répète depuis le départ, hein, on fête nos 20 ans, enfin en tout cas les 20 ans du podium plutôt, on aimerait bien fêter nos 20 ans. Et sur les 20 ans, 20 ans de podium de la relation client, plus de 200 entreprises évaluées chaque année. Donc évidemment c'est beaucoup de données que nous avons et on a voulu analyser ces données et regarder les tendances long terme sur les différents secteurs. Alors on a pu catégoriser donc 9 secteurs qu'on suit depuis le départ du podium, depuis le début. Et on a bien segmenté en 4 grandes catégories. À gauche de l'écran, vous allez retrouver l'assurance, la banque et l'automobile, qui sont 3 secteurs qui caracolent en tête depuis le début du podium de la relation client, avec des modèles très matures et avec une progression assez contenue toutefois, mais une progression assez constante. On va retrouver ensuite derrière le transport et les secteurs publics. Alors là, en termes de progression, on va avoir le même type de tendance, une progression assez contenue, mais assez constante également. Alors évidemment, ce qui se passe dans ces secteurs-là, le secteur public en particulier, et pour certains acteurs du transport, c'est que ça a pris plus de temps de passer de ce modèle plutôt de la gestion de l'usager à la gestion centrée client. Et puis en particulier pour les acteurs, ce qui n'est pas le cas d'Air France, des acteurs qui parfois étaient longtemps en situation de monopole. On a une 3e catégorie qui regroupe le tourisme et les entreprises de services. Alors là, la progression sur ces 20 ans, elle a été beaucoup plus exponentielle. Et là, ce qu'on voit, en fait, le déclencheur, finalement, dans ces secteurs, qu'il s'agisse du tourisme d'un côté ou des entreprises de services, eh bien, c'est la concurrence. Le tourisme, quand le champ des possibles avec la digitalisation s'est ouvert pour les Français, eh bien, les acteurs plus traditionnels ont dû mettre un coup d'accélérateur pour pouvoir répondre et continuer à fidéliser et à garder leurs clients. Les entreprises de services, de la même manière, on pense à l'énergie, par exemple, eh bien, l'ouverture aussi à la concurrence a catalysé le fait de devoir revoir les modèles relationnels et vraiment de mettre le client au cœur des préoccupations. Dernière catégorie, eh bien, on va retrouver la grande distribution et la distribution spécialisée. Et quand on analyse encore une fois ces 20 ans de données, eh bien, on voit une tendance, une érosion de l'indice du podium de la relation client au global des secteurs. Ce n'est pas le cas de tous les acteurs. Et ce que ça traduit, eh bien, c'est cette arrivée massive du e-commerce auquel il faut faire face. Et les acteurs de la grande distribution, de la distribution spécialisée, doivent trouver les leviers pour réussir à trouver l'équilibre et la gestion de cette complexité omnicanale. Alors, ce qu'on a envie de retenir de cette observation, c'est souvent finalement la concurrence, la peur de se faire rattraper, également cette volonté de distinguer qui a remis le client au centre des préoccupations. Mais ce qu'on veut rappeler, et la grande conviction qu'on a chez Bearing Point et Kantar, c'est se rappeler à chaque fois que certes, on se questionne autour de la concurrence dans son secteur, mais ce qu'il est très important d'avoir en tête, c'est qu'un client ne compare pas forcément son expérience qu'il vit auprès d'un acteur avec un acteur d'un même secteur, mais va aller regarder ce qui se fait de mieux finalement en matière de relations clients dans tous les univers dans lesquels il peut être client aujourd'hui. Et donc, c'est ça qui est important et c'est ce qu'on propose dans le podium et vous en êtes les témoins, cette capacité finalement à suivre les meilleurs, toutes catégories confondues. On a aussi regardé plus attentivement l'indice podium de la relation client, donc cette moyenne, tout critère, tout secteur confondu. On parlait tout à l'heure de 2 années difficiles. Nous, on en voit 5 chez Tatone, donc depuis 5 ans et 7 années à nouveau. Alors, on est un petit peu triste de voir ça. C'est la conséquence des crises successives, certes. C'est probablement aussi aujourd'hui la traduction d'une certaine lassitude et fatigue chez les clients. Il va falloir être vigilant et pour changer la donne, pouvoir travailler sur ce domaine. Alors, l'indice traduit derrière, c'est l'ensemble des secteurs qui stagnent, la grande majorité. Et par contre, au sein de plusieurs secteurs, on voit, et là c'est très intéressant, certains acteurs qui font des très fortes remontées. Il y a beaucoup de changements, donc pas de fatalisme. On dit souvent qu'il n'y a pas de baguette magique, mais il n'y a pas non plus de fatalité. Et en travaillant l'amélioration continue, on l'entendait tout à l'heure, sur des démarches au niveau des valeurs et dans la durée, les bénéfices sont là. Après l'indice, on a aussi regardé le top 5 des attentes des Français. Vous les voyez ici représentés. On est toujours sur les piliers du lien et de l'émotion. Donc l'exécution, on en a parlé pendant de nombreuses années, c'est un acquis. C'est compliqué à faire, c'est ingrat, mais le client ne le voit pas quand c'est fait proprement. Donc il faut basculer sur des enjeux de lien, d'émotion. On a l'effet de surprise qui devient le premier critère, la première attente des Français. Peut-être en écho à cette lassitude évoquée précédemment,
il y a un enjeu pour eux dans leur préférence à aller vers des marques qui vont les surprendre positivement. Et aussi, on remet en avant ce critère de fidélisation qui a pris beaucoup d'importance ces dernières années, et la co-création qui reste dans le top 5, et donc assurer une relation très partenariale d'égal à égal avec ses clients reste essentiel. Alors, la qualité de la relation client, eh bien, ça a une valeur indéniablement, mais qui dit valeur, on pense aussi au prix, au coût. Et donc, forcément, dans le contexte que nous traversons, on a voulu se questionner sur les réactions que peuvent avoir les Français par rapport au contexte inflationniste qu'on est en train de traverser. Alors, on va voir que les avis sont très partagés. On a 47% des Français qui vont nous dire qu'ils sont prêts même à accepter une baisse de la qualité de service et ou d'envisager, voire de revoir leur contrat à la baisse, leurs achats, pour pouvoir juguler cette inflation et pouvoir éviter des augmentations de tarifs. Et puis, on a 53%, une large moitié également, qui, pour le coup, là, ne voient absolument pas changer les choses et veulent maintenir les marques dont ils sont clients et ne pas revoir la qualité de service qu'on leur délivre. Donc, des avis qui sont très partagés. Et cette année, on a aussi voulu, dans le podium de la relation client, donner un prisme générationnel. Parce qu'effectivement, avec toutes les disruptions que nous connaissons, la digitalisation, mais aujourd'hui aussi tout ce qui se fait autour de l'intelligence artificielle, se dire est-ce que finalement ça change un petit peu la donne dans les générations. Alors, ce qu'on voit, sans grande surprise, c'est que forcément, la sensibilité au prix, elle va être plus importante, d'autant plus qu'on est jeune. Donc, 54% des 18-29 ans, par exemple, envisagent effectivement de revoir leurs achats à la baisse, acceptent une baisse de la qualité de service pour faire face à l'inflation. On va voir aussi que c'est quand même encore 29% sur les populations les plus âgées, sur les 50 et plus, qui sont prêts à revoir les choses. Donc, ce contexte-là, bien, ça ne simplifie pas la tâche des marques aujourd'hui, puisque ça va être quand même assez compliqué de réussir à trouver eh bien, le modèle qui répond aux besoins de tous. Et le modèle standard et ce qu'on appelle en anglais le one size fits all, la taille unique, ça va être un petit peu compliqué pour pouvoir rester fidèle à une marque. Justement, Mélanie Kathleen chez Yves Rocher, pouvez-vous nous dire quelles sont les actions mises en œuvre pour faire face à ce contexte, à cette tension que l'on voit aujourd'hui entre d'un côté l'enjeu du prix, de l'autre cette qualité de service qui est attendue? Très concrètement, on capitalise sur nos forces. On a l'avantage chez Yves Rocher de maîtriser toute notre chaîne, d'être récoltant, fabricant, commerçant. Donc, on a l'avantage d'être vraiment en maîtrise sur l'ensemble de la chaîne. On a du coup cette capacité à être en proximité avec les clients, j'en parlais tout à l'heure. La proximité, on maintient la générosité, le fait d'avoir 6000 conseillères de beauté qui sont présentes sur le réseau, sur le territoire national, qui sont très en proximité dans des petites villes. Ça nous permet aujourd'hui d'accompagner nos clientes. On a un positionnement qui est par essence accessible. On est sur une marque de beauté qui est très accessible. Donc, on va effectivement maintenir tout ce qui fait la force de la marque. On va aussi travailler encore sur l'expérience client, faciliter, fluidifier, simplifier cette expérience client, que ce soit d'ailleurs sur le site internet. Il y a eu beaucoup de travail pendant toute cette période pour améliorer la qualité de la relation aussi en ligne, avec beaucoup de travail sur l'UX du site, et puis évidemment sur l'expérience qu'on va en avoir aussi en magasin, à la fois sur la qualité de l'accueil. Donc très concrètement, ça veut dire sur cette période-là, ne pas sacrifier très clairement la qualité qu'on va pouvoir proposer et accompagner les clientes avec l'expérientiel, la reconnaissance aussi qu'on fait à travers la fidélité de nos clientes. C'est vraiment là-dessus qu'on va capitaliser chez Rocher. Alors Fabien, côté Air France, vous avez plutôt un positionnement premium. Alors comment on répond à ce contexte inflationniste avec un positionnement prix reconnu plutôt élevé? Alors en étant plus cher. Si on est premium, je dois être plus cher qu'une compagnie low cost. Sinon, ça ne marche pas, c'est que je vous mens. Donc, effectivement, on va capitaliser, comme vous le disiez, sur nos atouts pour pouvoir vous offrir un meilleur produit
Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des campagnes de promotion et des prix attractifs, mais structurellement, on veut que notre offre soit meilleure et que ce ne soit pas un déplacement, mais que ce soit une expérience de voyage. Alors, on va travailler sur 3 leviers. Le premier, le positionnement de la marque. Parce que si, quand vous voyez un prix Air France, il faut que vous l'associez à une valeur supérieure. Et vous l'avez dit, on est très fiers de rentrer dans le top 50 des marques françaises les plus valorisées, parce que tout ce travail de valorisation de la marque, c'est une attention à tous les détails. Dans la façon dont on porte l'uniforme, c'est aussi une promesse de marque. Dans tous les détails, des harmonies cabines, des coloriels, on va essayer de vous faire sentir le mieux possible à travers cette déclinaison de la marque. Aussi dans l'interaction avec vous, une communication personnalisée en respectant vos données, en vous parlant que de ce qui vous intéresse et pas essayer de vous vendre des choses qui ne vous intéressent pas. Donc, ce positionnement premium de la marque, il faut l'assumer et de travailler à travers nos campagnes, à travers la communication et le relationnel de nos clients. Le deuxième axe, c'est cette combinaison du digital et de l'humain. Bien sûr, vous attendez une offre digitale, une application Air France qui va vous accompagner et répondre à tous vos services du voyage, mais l'humain et la relation intentionnée chez Air France sera toujours là. Nous aurons toujours des personnels à votre service et surtout, parce que dans le transport aérien, ça arrive quand il y a des irrégularités de service. Et même derrière les innovations, c'est un grand mot, les avancées de communication digitale, on a maintenant WhatsApp comme service disponible pour tous nos clients, on a le web chat et tout qui sera déployé également sur l'application. Il y a des êtres humains, ce n'est pas des communications électroniques, c'est derrière un agent Air France avec la relation attentionnée qui communique avec vous à travers un canal digital. Donc, combiner à la fois une offre digitale et une offre humaine. Le troisième, et il est moins relation attentionnée, mais c'est l'offre physique. Cette prénomisation, elle doit être aussi réelle. Lorsque vous rentrez dans un salon Air France, que ce qu'on appelle le food and beverage, l'offre de restauration soit meilleure que chez nos concurrents, que dans chacune de nos cabines, on ait une attention particulière. Si on offre le champagne, on est la seule compagnie au monde qui offre le champagne en économie. C'est cette petite marque d'adaptation qui fait qu'on est une compagnie premium et que peut-être on peut être un petit peu plus cher. Merci. Pascal Demurger, qu'en est-il à la Manif? Est-ce que le contexte récent influence vos stratégies de relations clients? Comment vous en tenez compte? Ce contexte inflationniste, en fait, on résiste à cette inflation, à la fois d'ailleurs pour des raisons structurelles et puis pour des choix conjoncturels de partage de la valeur, au fond. Les raisons structurelles, je parlais tout à l'heure de notre modèle de relation, à la fois de cette culture et de ce modèle d'entreprise centré sur la satisfaction de nos sociétaires. Évidemment, on le retrouve dans les chiffres. On a un NPS qui est de plus de 20 points supérieur à celui de nos concurrents. On a surtout un turnover de nos clients qui est 2, 3, 4 fois inférieur à celui de nos concurrents également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on génère énormément d'économies sur l'acquisition de nouveaux clients. Et donc, structurellement, on a un modèle économique qui est particulièrement pertinent et qui nous permet, avec une très haute qualité de service, d'avoir des prix tout à fait attractifs. Et puis, il y a des choix. Il y a des choix que l'on opère, des choix de partage de la valeur. La Manif n'a pas d'actionnaire. Nous n'avons pas de dividendes à verser, nous n'avons pas de compte à rendre à des actionnaires, et donc nous sommes totalement libres de ce partage de la valeur. Quelques illustrations. Pendant la crise du Covid, pendant le premier confinement, aucune voiture, par hypothèse, ne circule. Nous avons remboursé, parce que nous n'étions pas légitimes à les conserver, nous avons remboursé les primes d'assurance automobile à nos sociétaires pendant la période correspondant à ce confinement. C'est évidemment une dépense extrêmement importante pour nous. C'était 100 millions d'euros que nous avons mis sur la table, en quelque sorte, l'équivalent de notre résultat annuel. Une société classique n'aurait évidemment pas pu le faire. C'est un choix que nous avons opéré. Pendant 3 ans, jusqu'à fin 2022, nous avons bloqué nos tarifs, notamment d'assurance automobile et pas seulement. C'est-à-dire que nous n'avons fait aucune augmentation. Et pour 2023, avec l'inflation que vous connaissez, nous ne les avons augmentés que de 2%. Ça veut dire que, là aussi, évidemment, ça se répercute sur le résultat annuel de la Manif. Le résultat 2022 est sensiblement inférieur, de l'ordre de moitié, au résultat de l'année précédente. Parce que nous considérons que c'est aussi à nous de faire cet effort pour maintenir le pouvoir d'achat de nos sociétaires et les aider en cas de crise, la crise sanitaire pendant le Covid,
ou la crise économique et les tensions sur le pouvoir d'achat aujourd'hui. Et avec finalement un partage de la valeur qui se fait d'abord, je viens de l'expliquer, au bénéfice des sociétaires, évidemment au bénéfice de nos collaborateurs qui n'ont pas à pâtir de cette situation. Hein, si vous prenez l'augmentation des salaires en 2023 plus participation intéressement, c'est l'équivalent de 75% de nos résultats que nous redistribuons vers nos salariés. Et puis, partage de la valeur, y compris vers le monde entier, j'allais dire, puisque nous avons décidé chaque année de consacrer 10% de nos résultats à des actions en faveur de l'écologie et en particulier en faveur de la biodiversité. Donc c'est une autre conception au fond du modèle d'entreprise, hein, c'est une autre conception, j'allais dire, du business. Nous ne sommes pas là pour maximiser nos profits, nous sommes là pour évidemment maintenir la qualité de service et soutenir nos sociétaires et nos collaborateurs dans les moments plus difficiles. Merci beaucoup. Alors, Isabelle Ferrand, je me tourne vers vous. Vous aussi, vous devez faire, comme Air France, faire face aussi à des en ligne avec des tarifications qui peuvent se permettre sans réseau physique, des tarifications très, très agressives. Alors, comment Crédit Mutuel vous réussissez à répondre à ce contexte inflationniste? Comment vous y répondez? Alors, tout d'abord, je voudrais reprendre un point que vous avez souligné tout à l'heure et qui m'a vraiment frappé. C'est ce chiffre de 47% des Français qui seraient prêts en fait, à avoir une dégradation de la qualité du service pour faire face à l'inflation. Et en fait, ce chiffre est beaucoup plus important pour les jeunes. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment interpellant. Et en fait, ça démontre vraiment le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec un niveau de difficulté qui est rencontré par bon nombre de nos concitoyens, et plus particulièrement les jeunes, puisqu'il ne faut quand même pas oublier que cette inflation que nous trouvons est à un niveau assez fort quand même depuis quelques temps, est complètement nouveau pour bon nombre, puisque en fait, depuis 30 ans, on ne connaissait pas cette situation. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y en a qui découvrent ce qu'est une inflation. Donc, ça touche beaucoup de secteurs, effectivement. Et en fait, le Crédit Mutuel, dans ce contexte, a choisi vraiment d'essayer d'accompagner les clients au mieux pour essayer qu'ils ne cassent pas leur projet, quel qu'il soit, privé ou professionnel. Donc, fidèle à notre principe de solidarité, qui est un des piliers du mutualisme, nous réaffirmons notre volonté d'agir vraiment en tant que banque responsable et aussi la banque pour tous. Alors, quelques exemples concrets, parce qu'il y a toujours mieux avec des exemples concrets pour essayer de faire passer des messages. Donc, tout d'abord, il y a eu en fait quelque chose qui a été mis en place tout de suite après la crise Covid, sans attendre le moment de l'inflation, c'est l'offre auprès de la clientèle la plus fragile. Donc, en fait, le Crédit Mutuel, avant les autres, a mis en place une offre qui permet de plafonner donc à 1 € les frais, et ce pour les clients les plus fragiles, et ce qui permet d'éviter tous les frais d'incident qui sont nombreux dès lors que c'est en cumul et qui a un impact fort sur les portefeuilles de nos clients. Et puis aussi, on a mis en place, parallèlement à ce plafonnement, nous avons mis en place un accompagnement sur des points budget qui permettent de comprendre, de mieux accompagner pour qu'ils essayent de sortir de cette situation. La cible jeune, qu'on avait évoquée et qui est vraiment la plus concernée par cette hausse de l'inflation, et notamment sur la partie logement, on sait que c'est une très forte préoccupation pour nos étudiants. Et en fait, on a développé des cautions logement qui permettent justement à ces jeunes de s'installer, de louer pendant leurs études, même s'ils n'ont pas de possibilité de faire appel à leurs parents pour une caution parentale. Également, le dernier exemple, c'est les agriculteurs, et notamment les jeunes agriculteurs, puisque nous sommes en train de monter un fonds qui permettra en fait de les accompagner, de financer une partie de l'acquisition des terrains fonciers, puisqu'on sait que c'est vraiment dans ce domaine où il y a eu une très forte hausse des prix à l'hectare selon les régions. Donc en fait, tout ce panier permet de faire face à l'inflation, mais également nous essayons aussi de recréer toujours de nouveaux services pour répondre à leurs besoins, pour répondre aux besoins de nos clients de manière très évolutive dans le temps. Merci beaucoup. Merci. On entend en commun dans vos réponses et ce que vous avez fait dans cette relation client beaucoup de
responsabilité. Et on voudrait revenir aujourd'hui sur ce critère important de la responsabilité, puisque, comme on le voit ici, c'est important, très important pour 75% des Français interrogés. Beaucoup plus qu'il y a 4 ans, quand on a commencé à le mesurer. Mais qu'est-ce que ça recouvre? Et donc, on a souhaité cette année aller un petit peu plus loin dans la déclinaison de cette responsabilité dans la relation client. Est-ce que c'est respecter vos intérêts en tant que client, faire son maximum pour vous accompagner en tant que client, protéger vos données, donner de l'autonomie aux collaborateurs, préserver l'environnement ou inciter les clients à avoir une démarche responsable? Alors, pour ces 6 critères, ce qu'il faut noter, c'est que globalement, tous sont importants. La responsabilité, c'est une notion multifacette. C'est donc aussi beaucoup de terrain d'opportunité pour les marques à explorer, à exploiter, et il faut travailler l'ensemble de ces dimensions. Le deuxième point que l'on note ici, c'est que l'intérêt individuel, ce qui va être un petit peu sur le haut de ce tableau, prime sur l'intérêt collectif. On voit qu'il est plus important peut-être d'aller respecter les intérêts en tant que client, les données personnelles du client, que la notion environnementale. Ce qu'on a aussi souhaité faire, c'est prendre un prisme générationnel, et on voit, si on ajoute cette dimension, que pour les plus jeunes comme pour les seniors, 18-29 ans versus 50 ans et plus, l'importance reste sensiblement la même. Ce qu'on note par contre, c'est que pour les 50 ans et plus, l'importance, la sensibilité est grande dans le haut du tableau, tout ce qui va être sur les intérêts en tant que client, l'accompagnement, la qualité de service. Alors que pour les plus jeunes, et on a souligné cette dernière ligne, la capacité à être engagé auprès de la marque dans la démarche responsable, ça, c'est plus important pour eux que pour les seniors. Et donc, on se dit, donc, au niveau des marques, il faut continuer à faire savoir et à faire des choses, préserver l'environnement, le faire savoir, ça c'est vrai pour les seniors. Pour les plus jeunes, il faut aller encore plus loin, les engager dans la démarche et mettre en place des initiatives avec eux. Merci Muriel. Alors, quand on parle de responsabilité, c'est vrai qu'on pense souvent à l'environnement. Je me tourne vers vous, Fabien, sur le transport aérien. On y pense. Alors, il n'y a pas que l'environnement derrière la responsabilité. Qu'est-ce que Air France fait aujourd'hui autour des questions de responsabilité sociétale et environnementale? Le secteur du transport aérien est effectivement extrêmement exposé au sujet du développement durable, et c'est sûr que c'est compliqué de décarboner des avions qui consomment du carburant. Ce n'est pas parce que c'est compliqué qu'on n'y attaque pas, et au contraire, on veut, en tant que compagnie aérienne, être leader dans cette transformation et accélérer notre trajectoire de décarbonation. Avec quelques fondamentaux, et là je m'éloigne un petit peu de la ration intentionnée, mais ne vous inquiétez pas, j'y reviens. Bien sûr, les investissements que l'on fait sur des avions de nouvelle génération qui vont consommer 20-25% de moins de carburant, les carburants d'aviation plus durables qui vont, lors de leur durée de vie et de conception, économiser 80% d'émissions de CO2, et enfin l'éco-pilotage d'optimisation des trajectoires pour pouvoir consommer moins. Donc ça, c'est les fondamentaux, et on essaye de pousser tous les leviers le plus rapidement possible, et c'est aussi des investissements colossaux de changer les avions, ou aujourd'hui d'acheter du carburant d'aviation durable, où on a aussi des problèmes de production. Ça, c'est ce qu'attendent nos clients d'une compagnie engagée qui doit contribuer à la décarbonation du secteur aérien. À côté de ça, on a aussi d'autres engagements qui sont plus dans l'interaction avec nos clients. Et quand vous parliez de co-création ou d'association des plus jeunes générations, je vais parler de la présélection de vos menus. Depuis l'année dernière, on a mis dans Business Class, dans toutes nos destinations, la possibilité de choisir votre plat à l'avance. Pourquoi? Tout d'abord pour répondre aux attentes clients. Donc je vous donne le choix entre une viande, une volaille, un poisson et un végétarien. Dans toutes les classes, on a déjà introduit une option végétale qui consomme moins de CO2, qui est plus décarbonée. Et ce choix, si vous le faites avec nous à l'avance, aujourd'hui 30% des clients le font, ça me permet de charger juste le plat dont vous avez besoin et pas de surcharger pour vous donner le plat bon. Donc vous avez le plat signé par une étoile Michelin que vous voulez, je n'ai pas besoin de charger, et si je continue comme ça, c'est 372 000 plats que je ne vais pas jeter à la poubelle à la fin de l'année. Donc, cette démarche de proposer aux clients de faire un choix à l'avance pour nous aider à avoir la juste consommation, c'est cette démarche à la fois en tant qu'entreprise et aussi l'invitation du client à nous accompagner dans les choix. Deuxième exemple, plus dans la relation attentionnée, on a aujourd'hui un peu moins de 1% de personnes qui veulent être appelées ni monsieur ni madame.
Et donc, la relation intentionnée, c'est aussi leur donner le choix de pouvoir, dans leur formulaire de réservation, lorsqu'ils s'enregistrent, et ensuite dans nos communications, de ne pas être appelé monsieur et madame, qui était pourtant un des fondamentaux de la relation intentionnée à la française. Donc, trouver aussi cet équilibre pour chacune des personnes et comment on adapte nos modes de communication, nos outils, c'est aussi un deuxième challenge auquel on fait face. Donc, voilà 2 exemples concrets de comment on va s'engager au-delà des fondamentaux de la décarbonation qui sont vraiment là où on nous attend, mais c'est aussi sur tous ces fronts-là qu'on va construire une relation plus personnalisée et un engagement de nos clients pour nous accompagner dans cette responsabilité sociale d'entreprise. Voilà. Merci, ça prend beaucoup de forme. Et Isabelle, moi je me tourne vers vous, vous en avez déjà cité aussi des exemples de cette relation responsable. Est-ce que vous voulez continuer à partager des déclinaisons, voilà quelle forme ça prend, la responsabilité dans la relation client au Crédit Mutuel? Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour nous. Alors, nous sommes moins touchés directement, bien sûr, qu'Air France, et c'est normal puisque nous sommes banque, mais ça n'empêche pas quand même que nous avons vraiment une vraie démarche vis-à-vis de cette responsabilité sociale et environnementale. Alors, ça prend différents facteurs. Le premier, c'est que nous avons été, il y a 2 ans, une des premières banques à lancer ce qu'on appelle le prêt avance rénovation, qui permet en fait d'avoir, même pour des clients modestes, de ne pas vivre dans une passoire thermique. Donc c'est déjà un élément d'accompagnement de nos clients. Donc ça c'est côté particulier, mais aussi côté entreprise. Nous avons une politique de sélection et éventuellement de limite pour certains secteurs qui sont les plus consommateurs de produits les plus carbonés, tels que le charbon, les hydrocarbures, etc. Enfin, la liste est très longue, je ne vais pas vous ennuyer avec. Et puis, nous avons également une démarche de communication. Qui passe pour 2 de nos fédérations par une communication qui a été faite en même temps que la communication financière, ce qui est assez nouveau parce que c'est très rapide, une communication sur la performance extra-financière, et qui permet justement par des indicateurs de prouver ce que le Crédit Mutuel a mis en place pour pouvoir, par exemple, augmenter l'emploi dans une région, etc. Donc, ça permet vraiment de montrer un peu cet engagement, d'essayer d'aller dans cet axe. Il y a aussi, on l'a vu, c'est un peu plus ancien, mais on a réussi à faire bouger le cadre législatif, puisque ça avait fait quand même l'objet de certains articles dans la presse. Nous avons été le premier à supprimer le questionnaire santé dans bon nombre de nos groupes régionaux, ce qui a après conduit à avoir en fait une loi qui a en fait élargi cette mesure. Et puis, nous avons aussi, Pascal l'évoquait tout à l'heure, une approche par le fait que nous soyons mutualistes, par le fait de partage de la valeur, tournée vers d'autres personnes parce que nous n'avons pas non plus d'actionnaires. Donc, nous avons des sociétaires. Nous les rémunérons certes, mais de manière assez faible. Et en fait, tout le reste des bénéfices est consacré au développement, de soins informatiques, au développement de produits, etc., pour rendre le meilleur des services, mais aussi par un dividende sociétal qui a été mis en place par le Crédit Mutuel Alliance Fédérale et qui permet vraiment de redistribuer de la valeur et d'accompagner beaucoup de mouvements qui sont vraiment au cœur de ce sujet. Donc, voilà. Merci beaucoup, c'était très inspirant. Je me tourne vers vous, Mélanie. Alors, Yves Rocher, la mission en soi est de reconnecter l'homme à la nature, les cosmétiques sont naturels, voilà, c'est déjà énorme. Comment vous déclinez ce concept de responsabilité dans la relation client? Alors effectivement, on est par essence, quand Monsieur Yves Rocher crée la marque en 1959, crée la cosmétique végétale, par essence, il fait de la RSE avant même que ça porte le nom de RSE. C'est forcément dans ce qu'on fait au quotidien que ça s'incarne. Ça va être évidemment par d'abord l'engagement de tous les collaborateurs, de nos conseillères dans les magasins sur les sujets, la sensibilisation à la RSE, l'engagement qu'on peut avoir qui s'incarne de façon locale, notamment on a à Rennes un engagement auprès d'un centre hospitalier où un des objectifs qu'on a eu, c'est de créer des parcours
dans les jardins de ce centre hospitalier pour permettre de reconnecter les patients, leurs proches, mais aussi les Rennais, puisque c'est un espace qui est ouvert à tous, avec la nature. Donc, effectivement, ça passe d'abord par l'engagement des collaborateurs qui, derrière, vont être au contact de nos clients. Et c'est toujours plus facile de porter un discours quand on le vit réellement. Ça passe aussi, évidemment, par tout le travail, l'amélioration continue qu'on peut avoir sur nos usines, sur l'impact, l'empreinte carbone que les usines peuvent avoir, avec vraie politique au niveau de la gestion des ressources, des déchets. Et puis, effectivement, ça passe par le produit. Alors, au-delà des formules naturelles, au-delà de cette cosmétique végétale, c'est aussi tous les packaging, le travail sur les packaging. On a commencé par faire en sorte d'avoir l'ensemble de nos tubes et de nos flacons travaillés en éco-conception avec des tubes et des flacons qui sont 100% recyclés et recyclables. Et puis, on va plus loin aujourd'hui, toujours pour permettre à nos clients de s'engager finalement avec nous, de les accompagner dans cette démarche-là. On n'a pas été pionnier de la cosmétique solide, qui permet d'avoir beaucoup moins de déchets et aucun déchet plastique. Par contre, on a pris comme mission de démocratiser cette cosmétique solide et d'arriver avec une proposition de le faire, de rendre accessible en fait au plus grand nombre, de pouvoir proposer tout un panel de produits de beauté en cosmétique solide. C'est une façon aussi, voilà, d'engager nos clientes avec nous sur la réduction de ces déchets. Et puis après, c'est aussi de les engager un cran plus loin avec nous, à travers notamment le mécénat qu'on a sur la Fondation Yves Rocher, et de les faire participer à un programme qui s'appelle Plant for Life, qui a permis de planter plus de 135 millions d'arbres partout dans le monde. Et c'est vrai que l'engagement de nos clientes, c'est à travers effectivement notre mécénat, mais c'est aussi leur choix à elles, puisque notamment dans le cadre de leur programme fidélité, elles peuvent faire le choix de planter un arbre plutôt que d'avoir un autre type de récompense. Et aujourd'hui, c'est près de 10% des clientes en magasin qui choisissent de planter un arbre avec nous. Donc, cet engagement, voilà, il s'incarne dans la relation un peu à tout niveau de ce que va vivre le collaborateur jusqu'à ce que la cliente elle-même va faire avec nous pour développer toute cette démarche RSE. Merci. Alors, sur cette question de la responsabilité, on ne se demande pas si c'est un sujet chez la Maïf, parce que vous avez le statut d'entreprise à mission d'ailleurs. Alors, comment ça s'incarne la responsabilité dans la relation client, voire dans la relation collaborateur même? Oui, tout à fait. Alors, vous avez raison, Karen, et vous connaissez bien les études d'opinion et l'opinion publique sur les marques. Et je crois que Maïf, aujourd'hui et au fil des années, s'est imposé comme une forme d'incarnation d'entreprise responsable. Responsable à la fois, en effet, à l'égard de ses clients, de ses collaborateurs, le management par la confiance, et puis, bien sûr, responsable à l'égard de son environnement. On a beaucoup parlé cet hiver de sobriété énergétique, avec cette nécessité, compte tenu du contexte géopolitique, de diminuer nos consommations d'énergie, avec d'ailleurs un vrai résultat au niveau national. Moi, je crois que ce concept de sobriété, il faut que l'on sache le généraliser. Sobriété, c'est une forme de tempérance, au fond, et le généraliser à l'ensemble des sujets. D'abord, la sobriété commerciale, j'en ai beaucoup parlé. Lorsque on n'est pas dans l'incitation toujours plus forte à l'égard des clients ou à l'égard du grand public de consommer plus, on est dans une démarche de sobriété, de responsabilité. Lorsque c'est notre cas, on ne fait pas des promotions, 3 mois gratuits, 20% à l'entrée, etc. Et puis après, évidemment, les années suivantes, on augmente les tarifs, etc. On ne joue pas à ça. Dès le premier jour, un nouveau client paye le même prix, toute chose égale par ailleurs, qu'un sociétaire qui est déjà installé. Il n'y a pas de prime aux nouveaux clients. C'est une manière d'être dans la sobriété commerciale. On ne va pas inciter les gens à consommer des produits, en l'occurrence des contrats d'assurance, dont ils n'ont pas réellement besoin. On voit bien que si ces pratiques de sobriété commerciale étaient généralisées, l'impact que ça pourrait avoir,
y compris sur l'environnement. Et puis la sobriété, c'est bien sûr de la sobriété à l'égard de la planète, hein, sur l'environnement. Et on a, depuis très longtemps en réalité, hein, développé une politique systématique dans chacun de nos métiers, hein, pour essayer d'avoir l'impact le plus positif possible sur l'environnement et en tout cas contribuer à une réduction du réchauffement climatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, un assureur, par exemple, c'est un gestionnaire d'actifs financiers, parce que nos sociétaires nous confient leur épargne, et cette épargne, nous la plaçons sur les marchés pour qu'ils puissent évidemment bénéficier d'un revenu de cette épargne. Nous sommes le seul assureur à nous être totalement retiré des énergies fossiles. Nous sommes l'assureur qui investissons le plus, au contraire, dans les énergies vertes. Hein, et la totalité de nos investissements sont des investissements ISR, c'est-à-dire socialement responsables. Dans le cœur de notre métier, la réparation en cas de sinistre, en cas d'accident. Par exemple, l'accident automobile, hein, nous traitons plusieurs centaines de milliers d'accidents automobiles chaque année. Là, on va faire en sorte, nous avons d'ailleurs été les premiers à le faire, on a organisé les filières des épavistes pour ce faire. On va faire en sorte d'utiliser plutôt des pièces recyclées que des pièces neuves, avec l'accord du sociétaire évidemment, parce que l'impact écologique est beaucoup moins important. Et on pourrait démultiplier les exemples. La plus grande partie de nos locaux, que ce soit au siège, que ce soit sur les différents plateaux téléphoniques, dans nos agences, sont chauffés ou sont rafraîchis l'été sans achat d'énergie extérieure. Parce qu'on a fait de la géothermie, parce qu'on a des panneaux solaires sur les toits ou sur les parkings. Systématiquement, au fond, chaque collaborateur de l'entreprise essaye de repenser son métier pour avoir une empreinte, un impact écologique plus limité. Et puis, au-delà de ce que nous faisons nous-mêmes, nous essayons d'inciter nos sociétaires à nous suivre dans ce mouvement. Je vous parlais tout à l'heure, par exemple, du remboursement de 100 millions d'euros que nous avons effectué pendant le premier confinement. C'était en moyenne un chèque de 50 euros par sociétaire. Nous leur avons donné la possibilité, soit d'encaisser ce chèque, hein, ce qui était complètement légitime évidemment, soit de le reverser à un certain nombre d'associations que nous leur proposions. Et un très grand nombre d'entre eux, d'ailleurs, a reversé directement cette somme. Je vous parlais également du dividende écologique, du dividende climatique, c'est-à-dire de cette part 10% de nos résultats que nous allons consacrer désormais à à la planète et à la biodiversité. Nous allons faire participer nos sociétaires au choix des causes que nous allons financer. Donc oui, la question de la responsabilité à la Naïf ne se pose plus, je crois, depuis longtemps. Hein. L'assureur militant est reconnu pour ça. Et on essaye au maximum d'élargir notre action en impliquant y compris la totalité de nos sociétés. Merci beaucoup. Merci pour ces témoignages très inspirants. Donc, encore une fois, félicitations à chacun d'entre vous. À la Maïf en particulier, on rappelle en première sur le podium général de la relation client. Nous allons arriver au terme de ce webcast. Nous espérons qu'il vous a inspiré. En tout cas, ce témoignage était passionnant. Vous pourrez retrouver le webcast en replay sur le site podiumdelarelationclient.fr. Comme on le disait, nous avons avec nous quelques habitués, donc vous pourrez retrouver également leurs témoignages des années précédentes. Donc nous vous invitons à aller sur le site pour pouvoir réécouter ces webcasts. Nous avons vu aussi qu'on a pas mal de questions qui sont arrivées. Nous essaierons de les transmettre, certaines étant dédiées à certains d'entre vous. Et puis la possibilité de télécharger le rapport que nous venons de présenter. Et puis également l'accès au rapport de chaque entreprise qui sera disponible. N'hésitez pas à contacter les consultants de Bearing Point ou de Kantar. Merci à tous. Nous vous souhaitons une belle suite de journée. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.